Les prochains invités, M. Jean-Philippe Perrin, qui est directeur général de IT Upslink européen. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Et un habitué de la place, M. Christian Pluznikov. Malgré que ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas vu, M. Pluznikov, vous venez nous voir un peu moins souvent. Vous restez plus à la Pocatière? Je suis souvent entre Rimouski, la Pocatière, Québec, Montréal. Bonjour Michel, c'est un plaisir de te revoir. M. Pluznikov est directeur à l'international et également de la formation continue du Cégep de la Pocatière. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité. C'est quoi, M. Perrin, la cybersécurité? Alors, cybersécurité, on a deux mots dedans. Cyber et sécurité. Cyber, c'est tout ce qui est numérique. Vous envoyez des courriels, vous utilisez votre téléphone portable pour aller sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont de l'information numérique. Et il y a la sécurité. Alors, vous avez entendu parler, par exemple, d'Equifax, qui a perdu les données, le contenu de ces données. Et en fait, il y a trois problématiques. La confidentialité de la donnée, donc c'est-à-dire que si ces données sont volées et publiées, elles peuvent causer préjudice à quelqu'un. Vous avez l'intégrité, c'est-à-dire que, imaginez, c'est arrivé dans certains systèmes bancaires, avec le système SWIFT, où on a modifié carrément les intitulés des systèmes bancaires pour détourner de l'argent. Donc l'intégrité, c'est le changement du contenu. Et la disponibilité, un exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, vous avez entendu parler de WannaCry, qui était un fameux rançongiciel, qui a stoppé en fait des activités d'entreprises comme Maersk, ou même comme dans des hôpitaux en Grande-Bretagne, où pendant 3 semaines, les gens n'ont pas pu travailler. Donc la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, ce sont les volets de la cybersécurité. Et en fait, si on veut adresser ces trois volets-là, il faut que ce soit pris en compte au plus haut niveau du gouvernement, au niveau d'un cadre juridique. Il faut que ce soit pris au niveau des administrations et des directions, en termes d'atouts essentiels, parce que quelqu'un qui dit « nous, on a pris ça en compte, on est des gens sérieux », et ensuite au titre individuel, où on nous a appris, des jeunes, de mettre une ceinture de sécurité quand on prend la voiture, mais personne ne nous a appris quand on prend notre téléphone et qu'on va sur Internet, sur des sites plus ou moins licites, on ne nous a jamais appris les dangers. Et en fait, il y a à ce niveau individuel quelque chose à faire de très important, pour la bonne raison, c'est que 90% des attaques se font via l'individu, soit par des fautes, soit par ignorance. Donc voilà le problème de la cybersécurité dans son ensemble, qui est un problème complexe, qui est un problème de société, mais comportemental. C'est-à-dire que les outils numériques ont évolué tellement vite, on nous a habitués tellement vite à les utiliser qu'on ne réfléchit pas. Mais on ne nous a pas appris les dangers qu'il y avait derrière. Et je pense que la cybersécurité adresse ce problème de prise de conscience du danger par rapport à ce que peuvent faire des cybercriminels ou des cyberattaquants ou même des États mal intentionnés. Mais vous parlez de prise de conscience. Est-ce que les gens sont conscients justement de tout ce qui peut arriver? Parce que, bon, moi j'ai parlé avec M. Pluznikov il y a quelques temps et ça m'a sensibilisé. J'ai compris que n'importe qui peut rentrer dans notre système aujourd'hui par rapport à... ce sont des dangers qui nous guettent, des entrepreneurs particulièrement. Alors Michel, toi, souvent, c'est l'entrepreneur, même au Cégep, souvent on se repose sur le service informatique, les techniciens. On dit voilà, c'est à vous de gérer ça avec les moyens techniques. Mais il n'y a pas vraiment de mise en place de moyens, de plans de sauvegarde, d'information. Je prends l'exemple de la ville de Montmagny, s'ils sont piratés, qu'on prend leurs données, la population peut déposer une plainte contre le maire de la ville de Montmagny parce qu'ils ont une usurpation d'identité. Il n'y a pas de... Chaque année, au Cégep, par exemple, on fait un essai de sécurité incendie. Est-ce que vous faites, vous, de votre entreprise, un essai de cybersécurité? Qu'est-ce qui se passe si un jour je me fais hacker, pirater? Il n'y a pas si longtemps, l'entreprise de la Côte-Sud, là, s'est fait pirater, 2 semaines d'arrêt de production. OK, c'est quand même... C'est quand même grave. Oui, allez-y. On entend beaucoup parler, à travers les télévisions, les médias, des grands événements. Alors là, il y a un événement dont on va parler bientôt, c'est de Deloitte qui s'est fait pirater. Je l'ai vu ça ce matin sur les réseaux sociaux. On va en parler parce que ce sont des entreprises qui ont vitrine et elles sont tellement importantes et les volumes sont tellement importants qu'on en parle. Le problème, c'est les petites entreprises ou même les individus qui se font hacker. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas le dire. Ils ont honte, ils n'ont pas pris les bonnes mesures, donc ils vont se taire. Et en fait, on fait un peu l'affaire des pirates parce que, en se taisant,
les entreprises chargées d'éduquer les personnes ou de mettre en place la sécurité n'ont pas ce retour d'expérience de tiens, il y a tel outil qui est utilisé, il y a telle manière dont on a piraté ces gens en envoyant un mail de ce type-là avec ce type-là. D'ailleurs, c'est ce que, je le souligne, jeudi prochain, nous allons faire un événement cybersécurité à la Pocatière. Et l'idée, c'est quoi? On va jouer les hackers. On va faire voir comment ils raisonnent, comment on analyse une entreprise de l'extérieur, comment on va détecter ses failles, par exemple Equifax, comment on va regarder sur un site internet où est-ce que sont les failles. Et ensuite, on va faire voir comment stratégiquement on va attaquer, paralyser une entreprise et comment on va récupérer son information et les voler. Et on verra de l'autre côté des joueurs qui seront une entreprise qui n'est pas préparée et qui va souffrir et qui va être stressée parce que ça stresse. À un moment donné, ils vont dire on ne sait plus quoi faire. Et de l'autre côté, des gens qui sont venus chez nous et qui ont appris à réfléchir et qui ont été confrontés déjà à cette réalité d'une manière simulée et qui auront là, à ce moment-là, des réflexes qui leur permettront d'être quand même beaucoup plus sereins. On parle beaucoup des entreprises, mais j'entends les gens qui disent « Ouais, mais nous autres, on a un petit ordinateur à la maison. » Est-ce que ça touche tout le monde? Tout le monde. Sans exception? Alors, ça touche d'autant plus tout le monde maintenant, et les petites entreprises et les individus. Pourquoi? Il est plus facile, en fait, ces gens-là ne se protègent pas. Donc il faut savoir que la cybercriminalité a industrialisé ces techniques de recherche. Donc vous avez des outils, des robots qui parcourent Internet et qui regardent quelles sont les failles trouvées. Une fois que vous avez la faille trouvée, vous l'exploitez. Ça peut être un individu, ça peut être une société, ça peut être une collectivité. Et à partir de là, une fois que vous allez, par exemple, le truc le plus facile, c'est le rançongiciel. Dire, ben voilà, tu veux récupérer tes photos de toute ta vie? Eh ben tu payes. Il y a un cas extraordinaire, il y a un journaliste qui a écrit là-dessus, comment je me suis fait pirater ma vie. Il avait un compte Apple, et on lui avait gentiment dit, tu prends un seul mot de passe pour tous tes comptes et c'est ouvert. Et un hacker est rentré s'est fait passer pour lui, grâce aux informations qu'il avait collectées sur Internet. Il a fait la demande de remise à jour du nouveau mot de passe, il a pris sa place, et il a détruit toute sa vie digitale. Et ensuite, il a contacté le journaliste, et le journaliste a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ben, pour vous donner une leçon, monsieur. Pour dire, voilà, ça peut vous arriver, et vous n'avez pas été prudent. Donc ça arrive effectivement aux individus qui peuvent demain se retrouver piégés, soit parce qu'ils ont mal utilisé leurs données, ou malheureusement, soit parce que les institutions ou les entreprises à qui ils ont confié ces données, votre carte bancaire, le numéro de votre carte, ou simplement vos identifiants de sécurité sociale, ont été mal protégés par ces entreprises. Et à ce moment-là, vous avez le droit en tant que citoyen, et vis-à-vis de la protection des données personnelles, c'est le terme employé ici au Québec, de porter plainte et de porter partie civile contre les gens qui n'ont pas su protéger votre donnée personnelle. Et c'est pour ça qu'avec M. Perrin, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble pour importer cette expertise qu'il a développée en Europe. Et à titre d'exemple, il a créé avec l'Université Bretagne Sud un centre de simulation de cybersécurité. La commission, je crois, de Bretagne Sud a injecté 1,2 million d'euros là-dedans. Donc ce qu'on fait, on rapatrie, grâce à lui, qu'on a fini d'entendre, toutes ces expertises. On offre déjà en ligne des webinaires, donc vraiment le b.a.-ba de Monsieur Tout le Monde, comment est-ce que c'est que la cybersécurité, comment je mets en place des mesures, et surtout aussi au niveau des organismes publics, les mairies, les hôpitaux, les commissions scolaires, qui s'est fait il n'y a pas longtemps, des choses des rappelages, rappelez-vous, et l'entreprise, comment je mets en place un plan de protection. Et si je me fais hacker, ben, moi j'ai des mesures de protection et je peux moi réagir. Ça, bon, mais ce que j'entends, M. Perrin, M. Plouzikov, c'est qu'il y a des mesures de protection qui existent actuellement pour, oui, les entreprises, mais pour les gens qui ont un ordinateur, il y a des moyens aujourd'hui pour se protéger. Regardez, là on a une plaquette à cybersécurité. Oui. En fait, dedans, si on regarde en quoi ça consiste, on a plusieurs thèmes. Connaître son environnement numérique, comment sécuriser ses messageries, comment naviguer sur Internet, comment gérer ses mots de passe, comment naviguer sur les réseaux sociaux. Ce sont des cas pratiques. On apprend aux gens, sans culture informatique, surtout pas, à utiliser ces moyens informatiques, ces moyens mobiles, et apprendre à se protéger déjà au niveau individuel. Comment reconnaître lorsque vous faites une tentative de hameçonnage? Comment on la détecte? On apprend ça aux gens. Et pour le faire, on le fait par la pratique. C'est des mises en situation, et les gens, ils pratiquent, ils regardent comment ça se passe, et une fois qu'ils l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand ça arrive, ils ont le réflexe. C'est un peu comme au judo, on apprend des gestes, des réflexes, et à un moment donné, ça devient un réflexe.
on essaye d'avoir des automatismes. Et ça, c'est important, c'est la base de tout. Si l'utilisateur, qui est un employé ou qui est même un membre de famille, n'a pas ce réflexe-là, vous êtes sûr que, quels que soient les moyens qui vont être mis dans l'entreprise, ça passera toujours par l'employé. Moi, je vous écouterai, j'aurais des questions à vous poser. Malheureusement, on a 10 minutes, puis vous devez être en entrevue à Rivière-du-Loup dans quelques minutes. Monsieur Pluznikov, quel est le but de la formation continue du Cégep de la Pocatière d'offrir, c'est une conférence qu'on aura avec M. Perrin, jeudi après-midi, d'ailleurs j'y serai, je pourrai en parler aux gens. C'est vraiment quel est l'objectif de... C'est sensibiliser les gens des ministères. Jeudi, on va avoir des visiteurs assez importants, du Conseil du Trésor qui viennent, des ministères de l'enseignement supérieur, du ministère de l'Industrie qui viennent, la Fédération des Cégeps de Montréal viennent, d'autres cégeps viennent aussi. Et l'entreprise, la SADC est partenaire avec nous là-dedans pour vraiment promouvoir cette formation au niveau des entreprises. C'est vraiment leur montrer comment on peut faire la mise en place de formation et la mise en place de plans de protection, de cybersécurité. Mais pas au niveau technique, hein, c'est pas au niveau des gestionnaires, des cadres, des dirigeants. Ouais. Est-ce que le message passe? Difficilement. Pourquoi? Oui, il y a une espèce c'est ce que je pensais. Les gens veulent mettre des priorités financières ailleurs, parce que l'entreprise elle doit produire, ce qu'ils pensent c'est les contrats. Mais ils oublient que si le contrat est perdu et qu'il est piraté, ils ne l'auront plus jamais. Oui. Il y a un manque de conscience au niveau même du gouvernement. Il met en place, paraît-il, pour l'automne, un plan du numérique. Les gens attendent. Mais le temps qu'ils attendent, les hackers, eux, n'attendent pas. Ils n'en pas. Par exemple. Voilà, oui, j'espérais rapidement parce qu'on doit rentrer. Rapidement, on parlait du centre de cybersécurité de l'Université Bretagne-Sud. Il a été financé pour partie par l'université, mais par partie par les gouvernements locaux. Chez nous, qui ont mis l'argent, et même ce qu'on appelle la CCI, donc la Chambre de commerce internationale, a participé aussi, de manière à, ils ont été pour partie, moitié, parce qu'ils avaient pensé que c'était très important pour le tissu industriel d'être protégé, donc pour eux, c'est une action majeure. 1-855-856-1527, c'est au Cégep de la Pocatière, si on veut avoir de l'information. On demande ça, mais dans les entreprises organisées, la salle est pleine. Oui, je suis très sensible à ça. J'ai bien compris votre intervention rapidement l'autre jour concernant la cybersécurité. Merci, M. Perrin. Merci de m'avoir reçu. M. Jean-Philippe Perrin, qui est directeur général de IT Upslink européen. Ben oui, bienvenue chez nous. Merci. Et M. Christian Pluznikov, qui est directeur de l'international et de la formation continue du Cégep de la Pocatière. Merci d'avoir été avec nous, sujet intéressant. Et jeudi après-midi, on sera avec vous. On va en apprendre davantage. Et vous savez où nous joindre lorsque vous avez besoin. Merci. Alors,